Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette capsule de formation qui porte sur la doctrine et plus spécifiquement sur la manière d'apprécier l'autorité des données que vous aurez recueillies lors de votre recherche. En effet, il existe plusieurs types d'écrits doctrinaux et ces écrits n'ont pas tous la même valeur, ils n'ont pas tous la même autorité ou la même fonction ou utilité. Comment devez-vous choisir le type d'écrits doctrinaux à utiliser? Vous devez d'abord évaluer la nature de la recherche à effectuer. Faites-vous une recherche de type critique? Dans ce cas, vous aurez besoin d'articles scientifiques. Ou faites-vous un état du droit? Dans ce cas, vous aurez besoin de traités qui vous offrent une synthèse générale des principaux principes de droit applicables pour votre sujet. De la même manière, vous devez aussi apprécier la nature de l'argument à appuyer avec votre autorité doctrinale. S'agit-il d'un argument de type général qui commande plutôt l'utilisation, encore une fois, d'un traité ou d'un manuel, ou s'agit-il d'un argument plus spécifique, d'un argument nouveau où vous aurez à utiliser un article scientifique sur un sujet plus spécifique? Considérez aussi le public à qui s'adresse votre texte. Pensez aussi aux considérations qui sont liées au domaine du droit et à la juridiction. Si vous faites une recherche qui porte sur le droit criminel canadien, vous devez réfléchir à la pertinence d'utiliser, par exemple, des auteurs français dont les textes vont viser le droit pénal français. Vous pourriez y retrouver les mêmes concepts, c'est-à-dire les mêmes mots, mais ces concepts n'ont pas nécessairement la même application ou le même sens. Même chose, si vous faites une recherche qui porte sur l'autodétermination des peuples autochtones et que toutes vos sources sont plutôt liées au droit international, vous pourrez y retirer des concepts intéressants, mais vous aurez à un certain moment besoin d'ajouter aussi des sources doctrinales qui portent directement donc, sur ce sujet dans le contexte du droit canadien. Prenons d'abord les dictionnaires, lexiques, thésaurus et encyclopédies juridiques. C'est un bon point de départ pour une recherche. Cela vous permet d'enrichir votre liste de mots-clés et de comprendre le champ lexical d'un sujet. Les dictionnaires juridiques vous permettent de repérer les définitions juridiques pertinentes à votre sujet et de mieux en saisir la portée. Par ailleurs, ils vous permettent de traduire vos mots-clés. Dans le contexte canadien, il est souvent nécessaire d'effectuer la recherche en anglais et en français. Concernant l'utilisation des dictionnaires juridiques, je vous réfère à la capsule de formation préparée par Madame Giroir et qui est tirée de votre cours d'introduction à l'étude du droit. Passons maintenant au thésaurus. Les thésaurus vous donnent accès au champ lexical de votre sujet et à son environnement scientifique. Ce faisant, vous pouvez enrichir votre plan conceptuel, mais aussi affiner votre compréhension de votre sujet. En effet, l'utilisation du thésaurus conduit à passer d'un mot, concept, principe, domaine du droit à un autre. Au final, vous pourriez découvrir des rattachements auxquels vous n'avez pas pensé. Plusieurs banques de données sont construites à partir de l'architecture d'un thésaurus, et c'est notamment le cas des catalogues de bibliothèques. Malheureusement, vous n'avez pas toujours accès à ce construit de manière directe. Cependant, vous pouvez contourner ce problème en consultant la notice d'un ouvrage qui vous semble intéressant pour votre sujet. Vous n'avez alors qu'à ouvrir la description pour découvrir les sujets indexés sous ce titre. Cela vous permettra de relancer une recherche avec un autre mot-sujet pour l'enrichir. Enfin, il existe une multitude de thésaurus. Afin d'en vérifier la valeur, je vous suggère de consulter le guide préparé par la bibliothèque et contenant une liste de thésaurus à consulter pour vos recherches. Enfin, les encyclopédies juridiques offrent une synthèse concise d'un grand sujet de droit. Elle permet donc de vous donner un bon aperçu du sujet qui vous intéresse. Par ailleurs, elles sont régulièrement mises à jour, ce qui est utile pour accéder aux décisions incontournables et à la législation applicable.
Enfin, les encyclopédies, comme par exemple le jury classeur, sont organisées par catégorie du droit. Pour les utiliser de la bonne manière, vous devez donc déterminer le domaine du droit lié à votre sujet. Vous pouvez ensuite affiner les différentes catégories jusqu'à atteindre le sujet particulier qui vous intéresse. Les codes et lois annotées donnent accès à des commentaires de nature générale, notamment portant sur l'intention du législateur ou détaillés portant sur chacun des articles de la loi. L'utilisation des codes et lois annotées vous permet d'identifier rapidement les décisions clés appliquant la loi en général ou des articles précis ou dans lesquels des faits particuliers sont analysés. Les lois annotées comprennent aussi des références à des textes doctrinaux permettant l'interprétation, l'analyse ou une meilleure compréhension de la loi consultée. Enfin, vous pouvez aussi parfois accéder directement de cette manière à l'historique de la loi ou d'un article. Les commentaires d'arrêt sont des analyses de décisions importantes par des experts dans le domaine concerné. En plus du résumé de la décision, des questions en litige et des principaux motifs, cela vous permet de vous assurer de bien comprendre la portée d'une décision et la manière dont cette décision s'inscrit dans la jurisprudence. Enfin, le commentaire d'arrêt comprend une dimension critique propre à enrichir votre réflexion. Les documents gouvernementaux et les rapports sont des interprétations et analyses par des organismes gouvernementaux ou quasi-gouvernementaux portant sur les lois ou les décisions des tribunaux. Généralement, ils sont librement accessibles sur les sites de ces organismes ou commissions. Ils comprennent souvent aussi un historique du sujet et une synthèse non seulement du droit applicable, mais aussi des enjeux liés à ce sujet. Ils sont particulièrement pertinents lorsque vous souhaitez accéder à des recommandations, des pistes de solutions ou à des enquêtes. Les manuels offrent une synthèse générale d'un domaine de droit ou d'un sujet de droit. Ils s'adressent souvent à des étudiants en droit ou à des praticiens qui ne sont pas des juristes, mais dont le travail mène à considérer des questions juridiques. En ce sens, les manuels ont souvent une approche plus pédagogique. Plusieurs manuels, particulièrement ceux s'adressant aux étudiants, sont mis à jour périodiquement. Lorsque vous les utilisez, il est donc pertinent d'accéder aux différentes tables de législation, jurisprudence ou doctrine qu'ils comportent. Par ailleurs, ils comprennent souvent un index des sujets vous permettant de repérer rapidement les concepts particuliers que vous recherchez et d'accéder à la synthèse qui est présentée. Généralement, vous pouvez vous fier à l'autorité des manuels. Ils sont souvent préparés par des professeurs de droit reconnus pour leur expertise dans le domaine. Enfin, vous les utiliserez la plupart du temps pour appuyer un argument de nature générale, par exemple l'explication d'un concept général du droit. Les traités offrent aussi une synthèse d'un domaine du droit. Cette synthèse est toutefois plus exhaustive et la réflexion à laquelle vous accéderez sera alors plus approfondie. Les traités peuvent aussi comporter une dimension critique propre à vous faire découvrir de nouvelles dimensions de votre sujet. Certains traités sont préparés par des praticiens du droit et présentent différents cas d'application pratique du sujet. Il existe des traités plus généraux et des traités portant sur des sujets spécifiques. Ce faisant, ils peuvent être autant utiles pour appuyer un argument de nature générale ou pour présenter un argument plus original ou exploratoire. Les ouvrages collectifs peuvent être des commandes dans lesquelles différents auteurs traitent à leur manière d'un même sujet ou les actes d'un colloque portant sur un sujet en particulier. Ces documents sont intéressants, notamment parce qu'ils vous permettent à travers un seul ouvrage de vous familiariser avec différentes manières d'entrevoir le sujet, de même qu'une diversité d'applications ou d'enjeux relatifs à ce sujet. Les articles scientifiques sont souvent considérés comme les écrits doctrinaux ayant la plus grande autorité. Cela est notamment lié à la procédure d'édition de ces textes.
En effet, les revues scientifiques sont dotées d'un comité de lecture qui reçoit les propositions de texte. Le comité est formé d'experts dans le domaine. Leur travail est de recommander ou non la publication du texte, de s'assurer de sa pertinence et de son exactitude. Souvent, le comité suggère des modifications. L'éditeur de la revue s'assure ensuite que ces modifications seront effectuées par l'auteur. Les articles scientifiques vous permettent donc d'accéder à un texte écrit par des experts dans le domaine et qui a par ailleurs reçu l'assentiment de d'autres experts. Ils présentent des sujets souvent inédits ou plus spécialisés. Si votre recherche porte sur des questions nouvelles, sur des jugements récents ou des modifications législatives, les articles scientifiques sont une bonne source. Enfin, les articles scientifiques comportent la plupart du temps une dimension critique, permettant de stimuler votre réflexion et de prendre des distances avec la simple application du droit en vigueur. Les thèses et mémoires sont des documents à utiliser avec précaution. Les mémoires de maîtrise ne sont pas toujours publiées. C'est un élément à vérifier au moment de décider de leur autorité. Vous n'êtes pas toujours en mesure d'apprécier la qualité du travail qui a été fait. Les thèses de doctorat ont notamment pour objectif l'avancement de la science juridique. En ce sens, ce sont des documents crédibles. Cela dit, ces textes sont complexes. Vous pourriez en tirer une idée que vous appliquez hors contexte et ce faisant erronément. Par exemple, l'auteur de la thèse peut pendant plusieurs pages infirmer une première hypothèse affirmée dans le texte. Si vous ne suivez pas la réflexion jusqu'à la fin, vous pourriez appliquer cette hypothèse comme avérée alors que ce n'est pas le cas. Puisque les thèses et mémoires présentent parfois des sujets originaux et nouveaux, ils peuvent toutefois être utiles afin d'enrichir votre recherche par d'autres titres. Vous devriez vous référer à la bibliographie de ces ouvrages. Enfin, il peut être intéressant de consulter la méthodologie de l'auteur, surtout si cela vous permet d'accéder à ces données de recherche. Il existe aussi des sources pour lesquelles vous devez faire un travail plus important de vérification de l'autorité et donc de l'identité de l'auteur et de la qualité du texte. Prenons les articles provenant des cabinets d'avocats et les entrées de blog. Il n'est pas impensable d'utiliser ces sources, mais vous devez le faire avec précaution. Les articles provenant des cabinets d'avocats ne sont le plus souvent pas soumis à un processus d'édition ou de vérification des sources et affirmations qu'ils contiennent. Il faut aussi penser qu'ils n'ont pas seulement comme objectif la contribution à la doctrine, mais servent aussi d'outils de promotion et d'achalandage vers le site du cabinet. Il importe par ailleurs de vérifier de quel cabinet provient cet article. Lorsque vous recherchez simplement dans Google, vous pouvez accéder à des textes qui proviennent de différentes juridictions et qui ne s'appliquent pas dans la nôtre. Quant aux entrées de blog, ce sont des documents qui sont intéressants pour accéder à des réactions à chaud à des sujets d'actualité juridique ou à des prises de position politiques ou militantes. Si ces textes sont pertinents pour votre recherche, préférez les blogs des professeurs d'université ou des chaires de recherche et vérifiez toujours l'identité de l'auteur, de même que ses champs d'expertise. Pour vous aider à faire ce travail, consultez la liste préparée dans le guide publié sur le site de la bibliothèque. Enfin, il existe une multitude de sites qui ne sont pas proprement juridiques et qui comportent des articles sur le droit. Wikipédia est souvent un premier réflexe au début d'une recherche. Lorsque vous utilisez Wikipédia, il importe de faire quelques vérifications. D'abord, consultez la table des matières de l'article lorsqu'elle existe, afin d'avoir une bonne idée de la structure de ce texte. Vérifiez ensuite à quelle autre page de l'encyclopédie ce sujet est lié pour vous donner une meilleure idée de l'environnement sémantique et scientifique dans lequel s'inscrit ce texte. Voyez de la même manière le portail dans lequel est publié l'article que vous consultez. Par ailleurs, n'omettez pas d'aller voir les références sur lesquelles s'appuie le texte.
Cela pourrait vous être utile afin de contre-vérifier les informations qui sont présentes dans le texte, mais aussi pour vous permettre d'aller à la source première utilisée dans ce texte et utiliser plutôt cette source première. Enfin, lorsque vous avez des doutes ou pour vous assurer de l'exactitude de l'information, de sa pertinence ou de sa qualité, vous pouvez accéder à l'historique de l'article. Vérifier s'il y a eu des contestations, des débats. Cet outil de transparence est aussi utile pour comparer différentes versions de l'article dans le temps. Cela vous permet de voir quelles informations ont été ajoutées ou retirées et de vous faire une meilleure idée sur la qualité du texte que vous utilisez. Quant à Google, je vous suggère de préférer à tout le moins Google Scholar. Vous pouvez d'ailleurs dans Google Scholar lier votre recherche avec le site de la bibliothèque afin d'accéder au texte qui vous intéresse. Encore une fois, lorsque vous utilisez cet outil, il vous faudra vérifier la crédibilité de l'auteur. De la même manière, attention aux sites comme Academia. Vous pouvez accéder certes à plusieurs textes intégraux qui peuvent sembler intéressants. Or, sur ces sites, vous retrouvez de tout, soit des textes publiés dans des revues scientifiques, mais aussi des textes qui n'ont jamais été publiés et dont la source est incertaine. Il peut parfois s'agir de notes pour une allocution ou même de travaux scolaires dont vous ne pouvez pas toujours juger de la qualité. Merci de votre attention.